On va poursuivre le débat sur un thème qui est dans le prolongement de la table ronde précédente et qui est dans le prolongement aussi de cette étude RSE. Quand on regarde l'histoire de l'automobile, pendant plus de 100 ans, la question ne s'est pas posée, puisque pour avancer, une voiture avait besoin d'un moteur et a priori d'un seul carburant. Les voitures fonctionnaient à l'essence. La prise de conscience écologique, l'urgence climatique et la réglementation qui en découle viennent rabattre aujourd'hui les cartes. Et ce qui semblait immuable il y a encore 20 ans est profondément bouleversé avec la remise en question justement de ce modèle basé exclusivement sur le moteur à combustion interne. Quelle source d'énergie pour remplacer l'essence et ses rejets carbonés ? Est-ce que l'hydrogène, qui est l'élément le plus simple de la classification périodique des éléments, est l'alternative pour remplacer l'essence et ses rejets carbonés? Eh bien justement, c'est cette question-là que l'on va se poser tous ensemble pendant une petite heure, avec plusieurs experts et spécialistes. Il y a Philippe Girard qui est à distance et qui doit être connecté avec nous, qui est ancien délégué scientifique chez Total et qui est expert des questions d'énergie. Merci Philippe d'être avec nous cet après-midi. Nous avons également Jérémy Marin-Cudraz qui est présent avec nous, qui est directeur du pôle mécanique d'Alès et qui est venu quasiment voisin, hein. On reste dans le sud. Bernard Niclot, président, qui est juste ici à côté de Win Innovation, consultant pour l'Automobile Club de l'Ouest pour la fameuse mission H24. On va pas mal en parler au cours de nos échanges. Il y a Frédéric Barosier juste à côté de moi, peut-être un petit peu derrière moi pour certains. Je suis désolé, Fred, de te cacher. Directeur de Pipo Moteurs. Alors on est entre l'Ardèche et la Drôme et on fabrique, on développe des moteurs pour la compétition depuis presque 50 ans, c'est ça, 50 ans. On en reparlera tout à l'heure. Il y a Jean-Michel Boua qui est avec nous à distance, qui nous entend puisqu'il lève la main, qui est responsable du campus H2 à Albi. Merci d'être là, Jean-Michel. Et puis il y a Pierre-Loup Fleury, team manager chez la mission H24 Racing. Donc merci à tous d'être là. Même question, j'ai envie de dire qu'on s'est posé lors de la première table ronde. Comment se dessine l'avenir, j'allais dire, de l'automobile de compétition? Quelle source d'énergie? Alors on a bien compris qu'il n'y aurait pas une réponse unique. Et j'ai envie de commencer avec toi, Philippe. L'hydrogène, ça a quel avantage, puisque c'est souvent présenté comme l'hydrogène a un avantage majeur, c'est qu'il y en a partout. Par contre, il est très indiscipliné et il se lie avec n'importe qui. Donc, l'hydrogène, vous en avez dans l'eau, vous en avez dans toutes les matières que vous utilisez tous les jours. Et c'est en fait le composant le plus présent dans l'univers. Alors, si on veut l'utiliser en tant que carburant, ou comme vecteur d'énergie, il y a besoin de l'extraire de l'endroit où il est. Et aujourd'hui, on a beaucoup de procédés d'extraction de l'hydrogène. Par exemple, ce qui est communément utilisé dans l'industrie, c'est le vaporéformage du méthane. Le méthane, c'est un atome de carbone avec 4 hydrogènes autour. Et on casse la molécule et on fait d'un côté du carbone et de l'autre côté, on récupère l'hydrogène. Alors, ce sont des techniques qui sont très bien maîtrisées avec des rendements qui sont très élevés. C'est des rendements sur des procédés qui sont utilisés à haute température en présence de catalyseurs. Donc, c'est surtout dans la chimie qu'on utilise ces techniques-là et dans le domaine du raffinage pour la désulfuration des carburants principalement. Mais en introduction, vous avez introduit une notion de lien entre un carburant et un moteur à combustion interne. Et la moteur à combustion interne, aujourd'hui, c'est le système le plus flexible dans l'automobile. L'électrique a été évoqué tout à l'heure à la table ronde précédente. C'est aussi très flexible, mais on en embarque beaucoup moins en énergie. Et donc, pourquoi pas essayer de conserver le moteur à combustion interne avec des carburants alternatifs aux carburants pétroliers. Alors ça a déjà été testé par le passé avec par exemple le méthanol ou l'éthanol qui sont des carburants qui sont couramment utilisés en compétition mais sur d'autres continents et non pas en Europe.
sauf des compétitions très particulières. Il y a aussi une nitrométhane, mais ça, c'est un petit peu plus explosif, disons. Et l'hydrogène, aujourd'hui, bien, si on sait le fabriquer et le mettre à disposition de tout le monde, c'est un vecteur d'énergie qui peut être extrêmement utilisable, même dans le moteur de Monsieur Tout-le-Monde tous les jours. Et on le voit avec les taxis qui sont proposés par Toyota avec la Miura et puis Hyundai de son côté. Le problème, il a un inconvénient, c'est que même si c'est un produit extrêmement énergétique, c'est un produit qui est très volatile et qui prend une place énorme. Et donc, si vous voulez avoir de l'énergie et 1 kilo d'hydrogène quelque part, eh bien, il faut soit le comprimer, soit le refroidir très fort pour en faire un liquide. Et là, on est dans des niveaux de température qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser aujourd'hui, sauf dans des applications très particulières de l'industrie. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement en introduction sur l'hydrogène. Alors justement, je voyais ici Jérémy qui acquiesçait sur cette question. Oui, l'hydrogène a un pouvoir calorique, énergétique très important, mais il prend beaucoup de place. C'est un frein, ça, non, peut-être, Jérémy ? Prend beaucoup de place et la principale contrainte, c'est pour le stocker. Donc je pense que les techniciens reviendront dessus. La problématique, c'est clairement les réservoirs et notamment le besoin d'imperméabilité. Donc la place sur l'aspect, on va dire, purement circuit, puisque je pense que l'enjeu, que ça soit pour le pôle mécanique ou pour tous les circuits, demain, s'il y a des compétitions hydrogène, ça sera de pouvoir fournir cet hydrogène. Donc effectivement, pour avoir une station, il faut le délivrer à une certaine pression. Donc généralement sur des véhicules, enfin je pense que sur les véhicules qu'on aura, ça sera 700 bars de pression. Sur les véhicules à usage plus lourd, généralement on est à 350 bars. Donc si vous comparez ça aux pressions pneumatiques, c'est assez impressionnant. Donc effectivement, il y a... Voilà, tout à fait. Et surtout, il faut en fait avoir... on peut pas tout stocker à 700 bars, donc il y a différents réservoirs qui sont à différentes pressions. C'est assez lourd en termes d'infrastructure. Ensuite, il faut de la place aussi sur les circuits, puisque selon la quantité stockée, il va y avoir soit une déclaration ICPE, soit une autorisation ICPE avec donc une distance de sécurité à respecter autour. Nous, par exemple, sur le pôle mécanique d'ALS, l'été dernier, on a fait une expérimentation avec un bus à hydrogène. Hein. C'était donc, puisqu'on est un circuit public, c'est une démarche d'écosystème territorial hydrogène qu'on a initié. Et ben effectivement, sur un périmètre de 30 mètres aux alentours d'une station d'avitaillement provisoire, il fallait personne en fait. Alors les risques sont assez limités puisque tout le monde pense aux explosions, mais bon, tout a été pensé par les industriels pour qu'en cas d'explosion, les débris partent de manière verticale, etc. Donc c'est pas vraiment le gros sujet, mais en tout cas la place que prend l'hydrogène à stocker est problématique autant sur les véhicules que dans les infrastructures. Donc c'est un des enjeux. Il y a des espaces où on a de la place, il y en a d'autres où on en a moins. Nous, par exemple, au pôle mécanique d'Alès, trouver 30 mètres de périmètre où il n'y a rien, c'est compliqué. Ça va être un enjeu majeur, je pense aussi, dans les villes. Parce que quand on voit une station essence aujourd'hui, voilà, il y aura peut-être des petits problèmes d'incompatibilité entre les stations hydrogène et les stations essence. Voilà. Après, il y a de nombreux avantages, clairement, notamment la rapidité de rechargement, puisque bon, il y a c'est Pierre Fillon, il me semble tout à l'heure, qui parlait de choix entre du thermique hydrogène ou du pile à combustible. Donc, enfin, voilà, il y aura quand même tout cet aspect-là aussi à traiter. Alors après, de mémoire sur un véhicule traditionnel, ça serait plutôt de l'ordre de 2-3 minutes. Donc on serait sur quelque chose d'assez
Voilà, exactement. Donc ça va vite à recharger. Si on a donc un moteur thermique hydrogène, c'est, on va dire, ce qu'on a l'habitude d'avoir. Si on a de la pile à combustible, en fait, il y a un processus d'électrolyse inversé dans le véhicule, ce qui fait qu'on a aussi besoin, en fait, d'une batterie lithium pour que pendant, en fait, si vous voulez qu'il y ait le processus d'électrolyse inversé, il n'y aura pas une accélération qui sera instantanée. Donc c'est compensé dans les véhicules par si je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, par une batterie lithium. Donc il y aura moins l'avantage du poids qu'on pourra avoir peut-être sur le thermique hydrogène. Donc voilà, il y a de nombreux enjeux. C'est super intéressant parce que comme on le disait tout à l'heure dans la précédente table ronde, le pôle mécanique, pardon, désolé, des formations professionnelles. Je suis pas payé pour placer le mot, hein, je suis désolé. Voilà, exactement, d'Alès. Non, le sport mécanique est au service en fait de la mobilité de demain, et je pense que c'est une véritable opportunité. L'hydrogène, sans vouloir spoiler, c'est pas forcément la solution. En tout cas, c'en est une, et c'en est une bonne, et notamment, pour l'endurance et pour tout un tas de différentes pratiques. Dans la moto, je pense que ça sera un petit peu plus compliqué. D'accord, alors on passe d'Alès, pôle mécanique d'Alès. On va prendre la direction de Talby avec Jean-Michel et Juliane, que j'avais oublié tout à l'heure, mais toutes mes excuses encore. Vous voyez quel avantage dans l'utilisation de l'hydrogène comme carburant, et est-ce que selon vous, puisque c'est la question qu'on pose très clairement aujourd'hui, c'est la solution pour alimenter les véhicules de demain? Et demain, on a bien compris que c'était dans un délai très court, on parle d'ici à l'horizon de 10 ans. Ah, on ne vous entend pas, le micro peut-être non, on ne vous entend pas. Est-ce que vous nous entendez en tout cas, Jean-Michel et... Oui, mais on vous entend pas. Bon, on va essayer de corriger ça. On va quand même poursuivre ici la discussion. Je peux amener un élément de réponse pour faire avancer un petit peu la réflexion. Sachez que l'hydrogène est effectivement une solution qui est très élégante au niveau d'un moteur à combustion interne, mais ce n'est pas la seule. Pour le futur, il y a aussi tous les carburants synthétiques qui peuvent être fabriqués à partir de gaz carbonique dont on connaît la provenance, et donc avec un carbone qui serait un carbone renouvelable et non pas un carbone qui viendrait d'une utilisation d'hydrocarbures détournés. Et donc les molécules de carburants synthétiques vont être en compétition avec l'hydrogène, et l'hydrogène est une solution très, très, très élégante pour ne pas avoir de carbone du tout, ce qui fait que ça en fait un candidat extrêmement intéressant pour trouver des solutions à la transition énergétique et puis essayer de trouver des solutions bas carbone. Merci de cette précision. Je ne sais pas si on vous entend, Jean-Michel. Parlez bien dans le micro, on ne vous entend pas très bien. Ouais, bon, on n'entend toujours pas Jean-Michel et Juliane. Je vais me tourner vers Bernard Niclot. Alors vous, l'hydrogène, vous y croyez, hein, puisque vous êtes fixé un calendrier avec Pierre-Loup qui est assez court, puisque vous ambitionnez d'utiliser l'hydrogène, on en parlait tout à l'heure, dans une voiture engagée au Mans, donc 2025, 2026. Oui, absolument, c'est ce que disait Pierre Fillon. Donc l'objectif, c'est 2025-2026. Alors le calendrier est court, il faut savoir qu'on y travaille quand même depuis pas mal d'années. Je crois que l'INGT, ça fait 10 ans qu'il développe des voitures à hydrogène. La CO, ça fait 5 ans qu'on a lancé ce programme, et on parle encore d'avoir ça dans 4 ans. Donc au total, ça fera 9 ans. Donc malgré tout, il faut du temps. Alors oui, on y croit. L'hydrogène pour l'endurance, c'est clair que ça a deux intérêts. C'est quand même l'autonomie, c'est-à-dire que ça permet de faire des relais qui seront équivalents à des voitures actuelles. Et puis c'est le temps de recharge qui peut être très court. On parlait de 2-3 minutes. Bon, nous, on s'est fixé un objectif de 2 minutes. Alors, il faut savoir quand même que l'hydrogène, on a parlé de son encombrement et donc de toute la question de la pression. C'est-à-dire que les réservoirs à bord sont des réservoirs 700 bars.
Alors vous parliez de quelques kilos sur quelques centimètres carrés, c'est plutôt le poids d'un éléphant sur un timbre-poste. 700 bars, il faut se représenter ce que c'est. Donc ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de poids parce que les réservoirs qui doivent résister à ça sont des réservoirs qui sont lourds. Donc il est clair qu'un des handicaps du véhicule à hydrogène, c'est son poids. Et puis 700 bars, quand vous injectez de l'hydrogène dans un réservoir, le fait que la pression augmente fait que le réservoir s'échauffe. Et en fait, on a des problèmes de thermodynamique qu'on n'a absolument pas dans des réservoirs à essence liquide normaux. Donc voilà, tout ça, c'est à maîtriser. Et c'est aussi pour ça que la CO s'est tournée vers des partenaires comme Total Energy pour le système de ravitaillement ou Plastic Omnium pour les réservoirs, parce qu'effectivement, ce sont des sujets qu'on ne peut pas prendre à la légère et on a besoin de partenaires industriels de pointe pour arriver à gérer ça. Après, effectivement, l'intérêt de l'hydrogène, et c'est pour ça qu'on y croit, c'est qu'il est zéro émission. Donc aujourd'hui, si vous demandez à une voiture thermique d'émettre zéro CO2, elle reste sur la ligne de départ, pendant que la voiture hydrogène tourne. Donc c'est un peu une caricature, mais effectivement, c'est vraiment son grand intérêt. Pour l'endurance, il est clair que l'électrique à batterie ne fonctionne pas. Et puis moi, je voudrais faire quand même rebondir sur un point, c'est que le fait que l'hydrogène, finalement, prend de la place, même à 700 bars, ça reste volumineux sur une voiture de course. Et donc, du coup, ça nous force à limiter la quantité d'hydrogène à bord. Et de fait, pour arriver à faire une voiture malgré tout performante, on est obligé de s'appuyer sur une batterie, effectivement lithium-ion, une batterie de puissance, pour arriver à avoir de la puissance dans certaines phases du tour de circuit. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette notion-là, finalement, d'utiliser une quantité d'énergie assez limitée sur une voiture, c'est quelque chose qui est extrêmement vertueux pour le futur de l'automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience que la denrée rare, c'est l'énergie. Et l'hydrogène, c'est comme l'électricité, c'est comme le reste, c'est un vecteur d'énergie, hein, comme l'a souligné Philippe Girard, ce n'est pas une source d'énergie, donc il faut le produire. À partir du moment où vous le produisez, vous avez besoin d'énergie, et l'énergie est une denrée rare. Donc là, on a un vrai sujet de fond, et donc développer des véhicules qui vont utiliser à minima cette énergie de la façon la plus optimisée possible, je crois que c'est vertueux, et ça, c'est un des apports de la course automobile à hydrogène. Alors justement, la voiture sur laquelle vous travaillez, pour qu'on soit clair, c'est une voiture en fait qui est électrifiée, alimentée par une pile à combustible. Si on fait simple, pile à combustible qui fabrique du courant, qui recracherait à part de l'eau. Hein. Dites-moi si je me trompe. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, la voiture H24, là, et Pierre-Loup pourrait en parler mieux que moi, c'est effectivement une voiture à pile à combustible. Donc effectivement, on transforme l'hydrogène qui est stocké à bord en électricité, par une électrolyse inverse, donc dans la pile à combustible. Et cette électricité sert à alimenter des moteurs électriques. Donc effectivement, c'est une voiture électrique avec une batterie tampon. Avec de l'hydrogène. Ceci dit, on n'exclut pas, et c'est ce que disait Pierre Fillon tout à l'heure, on n'exclut pas non plus les moteurs à combustion interne à hydrogène, parce que ces moteurs, ils sont à combustion, mais ils ne rejettent que de l'eau. Donc, au même titre que la pile à combustible, ça peut faire de bons candidats notamment pour le sport automobile. Alors, on en parlera justement avec Frédéric Barrosier juste après de ce moteur à combustion directement alimenté avec de l'hydrogène. Pierre-Loup, justement, on parle quand même de sport mécanique. Donc, j'entends, moi, la technique qui est mise en place dans ces voitures-là en termes de performance. Est-ce qu'une voiture équipée d'une pile à combustible, d'une batterie lithium et derrière donc d'un moteur électrique a des performances comparables à des véhicules thermiques? Parce qu'on parle beaucoup de passion depuis le début de l'après-midi. Est-ce qu'on retrouve des performances identiques, des sensations identiques? Bah oui, bonjour à tous. Donc c'est l'objectif ambitieux de Mission H24, c'est de concourir avec une nouvelle énergie, mais face aux véhicules thermiques. Il y a un mois de ça, on était sur la dernière course de Michelin Le Mans Cup à Portimao, et on a pu voir qu'en qualification, on était à 2 secondes de la pole GT3, donc de la meilleure GT3. Donc dans le sport automobile, 2 secondes, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais avec une nouvelle technologie, on est au début d'une nouvelle ère, c'est très peu. Donc les premiers résultats sont plutôt encourageants. Oui, c'est ça, ouais. Et je voulais rebondir sur tout ce qu'on a dit auparavant, c'est qu'on a parlé de problèmes, mais je parlais plus d'inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les solutions. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est que l'hydrogène, donc on a la même autonomie qu'une voiture thermique. On rejette que de l'eau, donc ça c'est un des gros points. Et on a la même performance. Donc c'est vraiment le point que je voudrais souligner, c'est les gros avantages qu'on a avec la solution électrique hydrogène. D'accord, ça c'est un point intéressant à noter. Alors justement, donc il y a cette technologie
véhicules électrifiés alimentés par cette pile à combustible. Et puis il y a plus simplement l'idée de remplacer l'essence directement dans un moteur à combustion. Et c'est là où Frédéric intervient, puisque vous, à la frontière entre l'Ardèche et la Drôme, c'est là-dessus que vous travaillez, de nourrir directement un moteur, j'allais dire conventionnel, je ne sais pas si c'est le bon mot en tout cas. Oui, donc on travaille sur le moteur à combustion hydrogène. Mais avant même de parler du moteur, je voulais parler de l'énergie elle-même, qui est un palier entre l'électrique et le thermique actuel en termes de densité de stockage de l'énergie. Donc on le voit sur les compétitions électriques actuellement qu'on n'est pas en capacité de faire les distances ou les performances identiques des systèmes moteurs à combustion énergie fossile ou carburant moderne. Et d'après moi, la densité de stockage de l'hydrogène reste bien inférieure au carburant fossile ou au carburant de synthèse, et on aura toujours des véhicules beaucoup plus lourds. En sport automobile, la performance est directement liée entre le rapport poids-puissance. Donc si un véhicule est de suite 30, 40 ou 50% plus lourd qu'un autre véhicule, à moins de lester les autres véhicules pour arriver à lisser les compétences, les performances des véhicules, on n'y arrivera pas. Donc je rebondis par rapport aux discussions de la première table ronde, où il faut se remettre en question et pas se voiler la face sur les solutions à venir. Donc pour moi, l'hydrogène est un sujet très intéressant, que ce soit sur une pile ou sur un moteur à combustion. Mais on n'arrivera pas, à l'heure actuelle, avec les systèmes de stockage de l'énergie, avec des réservoirs à 700 bars, à embarquer autant d'énergie que ce qu'on peut embarquer en carburant fossile ou carburant de synthèse. Donc il faut repenser les compétitions, les distances, les puissances des véhicules. À un certain moment, avoir 800 chevaux sur un véhicule, pour le spectateur qui est 800, 600 ou 400 chevaux, de toute façon, quand il regarde la voiture passer, elle va tellement vite qu'il ne peut même pas voir laquelle c'est. Donc peut-être se remettre un peu en question sur ce qu'on veut faire et arriver avec des solutions plus écologiques, puisque effectivement, il faut réduire les émissions, mais peut-être qu'aussi il faut consommer moins d'énergie quand on n'en a pas besoin. Donc il y a plusieurs leviers à mettre en place autour, hein. C'est ça que vous êtes en train de... Oui, il faut travailler avec les promoteurs, les équipes qui organisent les compétitions, mais aussi avec la FIA qui réglemente les compétitions pour arriver à trouver un équilibre entre notre besoin d'énergie et les émissions des différentes solutions technologiques, que ce soit de l'électrique, de la pile à combustible, du moteur ou du thermique avec du carburant de synthèse. On va tenter de retrouver Jean-Michel Bouat et Juliane à Albi. Est-ce que vous nous entendez tous les deux ? Alors nous, on vous entendait très bien, mais je pense qu'on avait on vous entend maintenant très bien aussi, c'est merveilleux. On a réduit la taille de l'ordinateur, mais je pense qu'on va quand même... On vous voit très bien, c'est parfait. Bon, parfait, excusez-nous. Hein, non, mais il n'y a pas de problème. Ça ne marche pas à l'hydrogène, les visios, et ça fonctionne. Alors justement, sur la technologie hydrogène, vous lui voyez beaucoup d'avantages. Vous pensez que c'est la solution de demain pour les véhicules ? Alors, ou une partie de la solution ? Malheureusement, voilà, c'est ça. C'est une partie de la solution. Nous, depuis, sur le territoire albigeois, on travaille sur l'hydrogène depuis 2002. On a vu des projets en 2002 avec une start-up autour du vaporeformage à partir des déchets ménagers. En 2009, on a créé la SEM H2 Team. Et puis en 2013, on s'est équipé de la première station publique financée par des fonds publics à 350 bars, qui nous a permis de faire une expérimentation qui était, je pense, la première avec la Poste, avec les Kangoo hydrogène. Et les Kangoo hydrogène, c'est une pile à combustible, c'est une version Kangoo Z2 qui était développée par la société Symbio. Et ces Kangoo étaient utilisés par des facteurs. Et à l'époque, les Kangoo Z2 électriques, purement électriques, vous savez, les facteurs en fin de tournée, ils étaient obligés de faire le choix entre le chauffage, l'éclairage ou rentrer au dépôt. Et l'hydrogène, en gros, on doublait l'autonomie grâce à cette pile à combustible. Je puis vous assurer que les facteurs étaient très contents d'utiliser ces Kangoo à hydrogène. Donc nous, ici, localement, et ça a été un petit peu abordé par tous les intervenants, on entend bien le volet sécuritaire, acceptabilité sociétale et sécurité. Et nous, ici, à Albi,
on n'a pas vraiment travaillé sur la techno, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui des spécialistes, des grands industriels français, européens et au niveau mondial qui travaillent là-dessus. Nous, on s'est vraiment focalisé sur la sécurisation tant dans l'embarqué sur les véhicules sur lesquels nous travaillons, ici sur le circuit d'Albi, ou sur les bâtiments. Parce que aujourd'hui, accueillir un véhicule hydrogène, on voit bien que de suite la vision de la sécurité arrive. On fait référence aux stations-service, à cette facilité d'utilisation. Et je crois que comme nous voulons développer cette molécule, il faut que l'on arrive à rassurer le public et le grand public. Donc, on a travaillé sur ce volet-là et sur la formation. Sur la formation, avec l'accueil de stagiaires, on est, je pense, de par notre ancienneté, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on a des dossiers sur l'hydrogène, 20 ans qu'on a travaillé sur la sécurisation, sur les bus de Safra, sur le bus hydrogène de Safra. On a fait la pré-homologation sur le circuit d'Albi, même si l'homologation, bien sûr, se fait à l'UTAC, à Montlhéry, mais on a toute cette culture, cette approche, parce que je pense que ça fait vraiment partie du développement. Il faut arriver à verrouiller et que l'on soit tranquille quand on utilise son véhicule à hydrogène, quand on va faire le plein. Il faut arriver à se sécuriser. Donc voilà un petit peu nous notre approche sur ce volet, homologation, pré-homologation, accueil de véhicules, accueil d'industriels et le volet formation. En termes de calendrier, les étapes d'après, le step d'après du développement de l'hydrogène, puisqu'on comprend bien qu'on peut l'utiliser de différentes façons, qu'il y a différents procédés de synthèse, on reviendra dessus tout à l'heure. C'est quoi l'étape prochaine, j'allais dire, pour le déploiement de cette technologie, ou en tout cas de cette source d'énergie, selon vous ? Alors, selon moi, ça passe par la massification. La massification qui fera que le prix de revient deviendra compétitif par rapport au prix du carburant. Je pense que l'hydrogène est un carburant précieux et qu'il va falloir l'économiser ou du moins faire attention à son usage. Parce que on a parlé des enjeux environnementaux, il ne faut pas oublier que pour faire 1 kg d'hydrogène avec l'électrolyse de l'eau, il faut près de 15 litres d'eau. Oui, 1 kg d'hydrogène, c'est 100 km. Donc il faut aussi mettre ça en perspective. Donc aujourd'hui, ça passe par la massification et peut-être en rapport avec tout ce qui a été dit, je pense que la compétition automobile a toujours été un vecteur de progrès. Hein. On sait qu'aujourd'hui, si on a des ABS dans les voitures de Monsieur Tout-le-Monde ou de Madame Tout-le-Monde, c'est qu'il y a eu la compétition devant qui a tiré, qui a fait de la R&D, qui a mis des crédits et mis de l'argent dessus pour développer cette techno. Donc bien évidemment que la compétition va arriver surtout sur les problèmes de puissance. Sur l'hydrogène, on voit que là aussi c'est important d'avoir ce registre. Mais aujourd'hui, vraiment la phase 2, c'est arriver à une certaine massification, à travailler sur des flottes captives, sur l'utilisation. Une des utilisations sera le transport collectif, parce qu'on va transporter beaucoup de gens avec peu de kilos d'hydrogène, et que bien évidemment, si demain toutes les flottes d'autobus dans les villes se mettent à être électriques, je puis vous assurer que vers le coup de midi, il faudra choisir, et l'électricité ne sera peut-être pas disponible pour tout le monde, surtout s'il faut recharger tous les bus. À l'échelle de Toulouse, c'est 2500 bus. Si on met tous ces bus en électrique, ça ne fonctionne pas. On ne sait pas amener autant d'électricité à un point, à un moment donné. Donc l'hydrogène, là, rentre complètement comme la solution. Puisque nous, ça fait très longtemps qu'on dit l'hydrogène, c'est une des solutions du véhicule électrique, comme le photovoltaïque. Hein, les panneaux solaires embarqués sur les voitures sont aussi une des solutions. Ce n'est pas la seule et ça ne fera pas tous les kilomètres de la voiture, mais ça peut... voilà, un panneau de 1 mètre carré sur une voiture, un panneau solaire, c'est 1000 km par an de recharge naturelle. Et n'oubliez pas que les voitures, ça fait 90% du temps posées sur un parking. Oui, ça c'est intéressant d'avoir en tête. Alors à l'écran, il y a Philippe Girard juste à côté. Je rebondis sur ce que tu disais, Jean-Michel. Produire de l'hydrogène, beaucoup d'hydrogène. Alors aujourd'hui, on en produit à des fins industrielles. Et d'ailleurs, c'est assez amusant puisque c'est dans la raffinerie que c'est utilisé dans les réactions pour enlever le soufre des carburants. Est-ce qu'on est en mesure, avec un horizon très court, Philippe,
en mesure de produire des volumes d'hydrogène conséquents pour une utilisation justement dans les véhicules de course ou les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde pour aller faire ses courses? Mais c'est une très bonne question. Je suis entièrement en ligne avec ce que vient de dire Jean-Michel. Tout passera par la massification. Et donc, l'industrie sait aujourd'hui produire de l'hydrogène en masse. Parce que si vous prenez une raffinerie comme une raffinerie en Normandie, qui fait un peu plus de 10 millions de tonnes de pétrole par an, pour désulfurer, il faut produire un peu moins de 200 000 tonnes d'hydrogène. Donc, 200 000 tonnes d'hydrogène sur un site de quelques kilomètres carrés, c'est de la massification. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on produit cet hydrogène à partir de méthane, avec un carbone qui vient du pétrole. Donc, demain, si on veut être vertueux, il faut passer à l'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert, vous l'avez aujourd'hui. Je vais faire une petite boutade parce que tout le monde parle de la couleur de l'hydrogène aujourd'hui, bleu, vert, violet, pourpre, etc. Tout le monde veut sa couleur, mais tout le monde est d'accord sur une seule définition, c'est l'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert, c'est celui qui vient de ressources renouvelables. Et donc, on peut l'avoir par électrolyse de l'eau, avec bien sûr la disponibilité de l'eau qu'il y a, ou par la thermolyse de la biomasse, où on extrait de l'hydrogène de la biomasse et on le filtre et on l'utilise derrière en tant qu'hydrogène vert. Donc ça, c'est les deux grandes sources pour faire de l'hydrogène vert. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y a beaucoup de procédés qui génèrent de l'hydrogène. Et donc la massification se fera par l'industrie. Et donc il y a deux réponses à avoir à la question posée, c'est comment mieux travailler avec l'industrie pour mettre à disposition de l'hydrogène vert, d'abord pour l'industrie, et tous les grands pétroliers et tous les chimistes investissent dessus, ou les fabricants d'engrais. Aujourd'hui, vous avez plusieurs projets de dizaines ou centaines de mégawatts, voire du gigawatt, pour produire de l'hydrogène vert par électrolyse sur des sites chimiques. Et il n'y a pas cette taille pour produire de l'hydrogène pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc la première chose, c'est que ces investissements soient faits et qu'il y ait une possibilité d'exploitation pour Monsieur Tout-le-Monde de cette génération d'hydrogène. Mais ça demandera un certain temps parce que avant de faire 200 000 tonnes sur un site comme celui de Total à Gonfreville, eh bien, il faudra un certain nombre d'électrolyseurs et surtout la source d'électrons verts pour faire de l'électrolyse à but de production d'hydrogène vert. Donc c'est un problème qui est difficile, mais qui peut se mettre dans le temps, se répartir dans le temps, dans les années qui viennent, si on s'y discutait correctement avec les industriels. Alors, est-ce qu'on ne revient pas justement... Le deuxième point, c'est qu'on peut éventuellement produire cet hydrogène en local si on a de l'énergie électrique en local. Merci. Et ça sera en beaucoup plus petite quantité. Est-ce qu'on ne revient pas à la problématique qu'on a déjà abordée dans la première table ronde? Est-ce que le politique n'est pas allé trop vite sur le calendrier posé? Parce que si on t'écoute, Philippe, on comprend bien qu'on est en capacité de produire de l'hydrogène, mais en tout cas, ce n'est pas demain qu'on aura le volume prévu, qu'on aura l'infrastructure pour le livrer, parce que pareil, il faudra bien l'amener jusque dans ces stations-service-là. Et on a bien compris que dans un camion-citerne avec un réservoir spécifique, on ne faisait pas rentrer tout à fait la même chose. Hein. Il y a un rapport x6, grosso modo. Donc là où on déplace 24 tonnes de gasoil dans un camion-citerne, on déplacera 6 fois moins d'hydrogène. Est-ce qu'il n'y a pas cette problématique de calendrier Bernard? Oui, moi j'ai envie de prendre cette question, effectivement. Il y a la problématique du calendrier que tu évoques à l'instant, puis il y a la problématique des investissements. Un électrolyseur, c'est pas quelque chose qu'on trouve sur le pied d'un cheval. C'est un outil très très particulier, c'est de la haute technologie et c'est pas donné. Et donc derrière, si on veut le passer à cet hydrogène à 700 bars, il faut des compresseurs qui ont chacun un rendement. Donc il y a une chaîne de rendement globale à prendre en compte sur la production jusqu'à l'utilisation, et qui fait qu'à chaque fois, on a une petite perte, et à chaque fois, on a un outil qu'il faut savoir investir et savoir amortir. Donc c'est un chemin de long terme,
mais c'est le bon moment pour l'aborder, puisque nous avons une obligation de réduire la quantité de carbone émise dans l'atmosphère, et l'hydrogène est un des vecteurs principaux pour y arriver. Merci Philippe. Bernard, oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a clairement un aspect investissement et financier, mais c'est pas mon domaine, alors je voudrais quand même conséquent en tout cas. Je voudrais revenir sur cette idée de rendement là, que souligne Philippe, parce qu'effectivement aujourd'hui la production d'hydrogène, utiliser de l'hydrogène aujourd'hui n'a de sens que par rapport au réchauffement climatique. Donc il faut que d'une manière ou d'une autre il soit vert, c'est-à-dire produit soit à partir d'énergie renouvelable, soit à partir de nucléaire, mais enfin à partir de quelque chose qui ne va pas renvoyer du CO2. Pas un hydrocarbure pour en fabriquer. Voilà. Ça me paraît être une clé. Quand on regarde ça, si on regarde l'électrolyse ou les autres moyens de le fabriquer, on se rend compte qu'on a des rendements. Et les rendements, alors pour une électrolyse, de l'ordre de 70%, mais après quand on le réutilise dans un moteur de voiture, qu'il soit à combustion ou dans une pile à combustible, on a encore un rendement de 40 ou 50%. Après, si on veut le comprimer à 700 bars, on doit encore perdre 15 ou 20%. Si on veut le liquéfier, on perd carrément 30%. Donc à la fin, quand on empile les rendements, on se rend compte que l'hydrogène, à l'arrivée, par rapport à la quantité d'énergie électrique qu'on avait au début, par exemple pour le fabriquer par électrolyse, on a beaucoup perdu. Je pense qu'on a perdu au moins, on doit arriver à des rendements de l'ordre de 25%, peut-être même en étant optimiste. Et donc, on a un problème par rapport à cette notion de massification, qui est que si on voulait, voilà, moi j'ai fait le calcul, si on voulait par exemple transformer tout le parc automobile français en voiture à hydrogène, on se rend compte aujourd'hui qu'il faudrait plus de la moitié d'électricité en plus à produire au niveau français. C'est-à-dire qu'il faudrait de l'ordre de 300 TWh, là où aujourd'hui on en produit 530, avec du nucléaire, etc. Enfin, avec tout ce qu'on a. Donc on a un problème. Et du coup, on peut se dire, est-ce que l'hydrogène est vraiment, de ce point de vue-là, la solution? Alors après, l'autre solution décarbonée, c'est l'électrique à batterie. Et là aussi, on a un problème, c'est ce qui était souligné tout à l'heure, c'est-à-dire de dire, on n'arrivera jamais à recharger toutes les voitures en même temps à certaines périodes de l'année. Alors, d'un autre côté, la batterie utilise beaucoup mieux les électrons, c'est-à-dire qu'on a des bien meilleurs rendements. Et si on fait le calcul aussi d'un ensemble du parc français qui serait électrique à batterie, en termes énergétiques, on arrive à 70 TWh, c'est à peu près 15% de la production actuelle. Donc 15%, on se dit c'est accessible. Sauf que ça passe pas en puissance, ça passe pas en temps de recharge. Et donc tout ça pour dire que je pense qu'on a tort de vouloir opposer les deux technologies, qu'il vaut beaucoup mieux essayer de les combiner, et notamment dans des véhicules de type. Alors je parle pas du coût, encore une fois, c'est pas mon sujet. Là, je raisonne vraiment en termes énergétiques et physiques, mais finalement on se rend compte que une solution qui pourrait fonctionner, ce serait de l'hybride rechargeable à hydrogène, où on utilise la batterie partout où on peut, c'est-à-dire dans tout ce qui est parcours urbain, périurbain, donc avec un faible kilométrage, et où là on utilise au mieux l'électron qui nous a été donné par la nature, que ce soit le soleil ou le vent ou autre chose. Et puis on utilise l'hydrogène uniquement quand on en a vraiment besoin pour faire des longs trajets. Et avec ce type de raisonnement, on se rend compte que du coup, on aurait besoin également de moins d'hydrogène pour arriver à faire fonctionner un parc automobile. Donc ça peut aussi simplifier le rythme d'investissement dans des stations, parce que du coup, une station à hydrogène pourrait alimenter plus de véhicules efficaces que si il ne consomme que de l'hydrogène. Donc il me semble, pour synthétiser tout ça, qu'il y aurait une réflexion à faire, non pas en opposant les technologies, mais en les associant, et deuxièmement en regardant effectivement l'effet grand volume, et pas seulement des applications niches, même le sport automobile est une application niche, donc c'est pas parce que ça marche en sport automobile que ça va marcher à grande échelle, et je crois que cette question d'échelle est absolument fondamentale, et qu'effectivement il faut troisièmement intégrer, je pense, dans l'équation les usages réels du véhicule, et là on se rend compte qu'en utilisant intelligemment cette énergie et en l'adaptant bien à l'usage réel du véhicule, on doit pouvoir faire mieux que ce qu'on peut anticiper actuellement. D'accord, on comprend bien. On a cours de physique, de chimie et un peu de maths parce qu'on est dans une équation de l'avenir justement de l'énergie. Si je comprends bien, on va vers la multimodalité demain, Frédéric. Je vous poserai la question après à Pierre-Loup et à Jérémy. En fait, il n'y a pas une solution, mais clairement des solutions en fonction des usages et en combinant différentes technologies.
Oui, en fonction des usages et des engins qui vont consommer ces énergies. Donc il y aura de la batterie, il y aura du thermique, il y aura de la pile à combustible et de l'hydrogène. Ça, c'est une certitude. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant. On n'a pas encore trouvé d'autres sources d'énergie ou de vecteurs d'énergie à mettre en place dans les 20 ou 30 prochaines années. Pierre-Loup, sur cette question-là, l'avenir justement, puisqu'on se dit quelle énergie demain? Oui, je suis d'accord avec tout le monde que ce sera une fonction de son utilisation. Si c'est un parcours urbain, si on a besoin d'alimenter un bateau, un avion, on va choisir son type d'énergie. Ce que je veux rebondir, c'est en sport automobile, on parle de forte puissance. Et c'est là où l'hydrogène a son rôle. C'est vraiment sur la forte puissance. Et après, pour décliner sur l'industrie, sur un bateau, sur un avion, l'hydrogène, pour moi, ne sera pas une solution pour des trajets urbains. On a parlé d'électrique batterie qui fait très bien le job. Mais par contre, pour tout ce qui est domaine de forte puissance, c'est là où l'hydrogène a vraiment son rôle. Jérémy, du côté d'Alès, on voit quel avenir justement, quel paysage à l'horizon 2030? Alors pour rebondir un petit peu, alors à l'horizon 2030, les choses évoluent tellement vite que je m'y risquerai pas. J'ai tenté. En 2020, on a connu des super événements en janvier, février, puis un mois après, on était tous enfermés chez nous. Donc en 2030, ce qui se passera, je pense que je m'y risquerai pas. Néanmoins, les sports mécaniques, c'est un véritable laboratoire et c'est aussi une vitrine où on peut faire changer en fait les mentalités. Effectivement, je vous rejoins complètement, c'est que l'hydrogène, ça sera par l'hybridation. Pour les usages, on va dire, particuliers, pour les usages, on va dire, de véhicules lourds, donc on parlait d'autobus, je pense que pour les petites collectivités, l'autocar est encore plus pertinent pour ceux qui n'ont pas 250 bus. Il me semble que c'est GCK justement qui a très récemment présenté son autocar à hydrogène, et c'est un produit qui n'existe pas, puisque si je dis pas de bêtises, Safra n'a pas encore sorti le sien. Il doit y avoir que Aizen qui en a un qui le commercialise pas en Europe. Donc c'est un produit qui est pertinent pour on va dire les zones un peu moins urbaines. Donc voilà, il y aura un mix énergétique. Néanmoins, notre position, c'est à la fois d'être un laboratoire, de montrer que ça marche, de faire changer les mentalités. Quand on aura vu des compétitions avec des véhicules à hydrogène, qu'on aura vu, malheureusement ça arrive sur des compétitions, des crashs, qu'on aura vu que ça explose pas, que tout se passe bien, les gens, quand ils vont monter dans un bus à hydrogène ou dans un car à hydrogène, ils vont se dire non mais de toute façon on prendra pas un mur à 200, donc tout va bien. Et à la fin, c'est aussi à ça qu'on sert, quoi. Oui, le rôle du sport mécanique, clairement. Le rôle, il est aussi de faire changer les mentalités et de faire évoluer les choses. Je pense que on parlait effectivement que dans les années 20-30, il y avait des véhicules électriques. Je pense que si on se remet au début du GNK-CEPA, puisque ça s'appelait comme ça avant le GPSM, quand on parlait d'électrique, je pense qu'on penserait jamais qu'on en serait là où on est aujourd'hui avec l'électrique. Donc il y a une évolution qui est très rapide, mais c'est grâce, à la fin, faut quand même assumer ça, c'est que c'est en très grande partie grâce au sport mécanique. Donc il faut se servir des sports mécaniques pour être un laboratoire, pour faire changer les mentalités, pour valoriser ce mix énergétique. Et c'est une véritable opportunité pour tous les circuits, quelle que soit leur taille. C'est un très bon ambassadeur des sports mécaniques, notre ami Jérémy. On va retourner à Albi. La vision, Juliane et Jean-Michel, d'ici 10 ans, ça sera quoi? Un mix énergétique, justement, en fonction des usages, en fonction des besoins? Est-ce que, comme le disait Bernard Niclot tout à l'heure, en fonction de ce qu'on fait, il y aura des véhicules thermiques encore classiques, d'autres électriques 100%, d'autres par pile à hydrogène? Le développement de l'électrique est inéluctable. Les zones à faible émission dans les collectivités de plus de 150 000 habitants vont aussi procéder et faire un accélérateur. Mais dans ce que vous disiez tout à l'heure, là, je voudrais revenir sur les histoires d'investissement. C'est vrai que
je suis aussi un politique, donc c'est vrai qu'on a souvent tendance, nous, à parler de l'investissement et pas du fonctionnement derrière. Et malheureusement, et notamment dans l'hydrogène, il y a ce côté du CAPEX et de l'OPEX, comme on dit dans l'industrie, qui fait qu'il faut de la maintenance, il faut de l'argent. Et ça, peut-être que ça a été peut-être pas suffisamment estimé ou programmé économiquement, notamment par les collectivités. Le rappel, c'est que on sait que l'État, dans son programme national, on est sur une enveloppe de 7 milliards d'investissements pour arriver à la phase 2030 pour l'hydrogène. Ne pas oublier que l'investissement global, si on veut arriver à cette molécule aux alentours de 4 € le kilo d'hydrogène, c'est 24 milliards. Et les 24 milliards, bien évidemment que c'est l'industrie française qui va les mettre et qui va permettre d'arriver à passer à cette phase de massification et d'industrialisation. Ça, c'est sur le premier volet. Évidemment que pour la production aussi d'hydrogène, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une électricité qui est ou fatale ou pas utilisée, parce qu'à certains moments de l'année, les réseaux, voilà, quand tout marche bien, les réseaux saturent et on a aujourd'hui les obligations de rachat, mais peut-être que demain ça n'existera plus, et on a des opérateurs qui se sont rendus compte que l'hydrogène pouvait être un super outil de stockage de l'énergie, parce qu'on peut faire de l'hydrogène avec de l'électricité, et on peut refaire de l'électricité avec l'hydrogène, et donc ça aussi c'est quelque chose à intégrer au niveau du prix de revient. Et ensuite, et pour finir, c'est vrai que Safra pour l'instant n'a pas fait l'homologation de son rétrofit. Il travaille avec, vous le savez, avec la région Occitane sur le rétrofit d'autocars. Je crois que dans ce jeu, il faut bien que au niveau national, on ait bien en tête que c'est une compétition mondiale et que, à mon avis, si on continue à vouloir faire des chapelles de régions d'industriels contre d'autres industriels, il va falloir à un moment donné qu'on collabore et qu'on partage des connaissances, parce que les investissements sont énormes et que si on veut gagner cette partie, c'est bien le pavillon français qui devra être défendu et défendu par tout le monde. Et je ne crois pas qu'on puisse se prévaloir qu'il faut vraiment que ça soit une histoire d'équipe et de chasser en meute, parce que je pense que nos concurrents ailleurs, dans d'autres hémisphères, ne vont pas nous attendre. Ils ne nous ont pas attendus d'ailleurs. Et on a quand même besoin, nous, de partager ces connaissances et peut-être de collaborer, d'avoir ça en tête. C'est pour ça que je passe la parole à Juliane Petrilli au niveau du campus formation que l'on a essayé et que l'on démarre sur Albi. Bon, on l'écoute avec plaisir. Donc, justement, donc sur cet horizon 2030, tout comme Alès, on va peut-être pas se rendre sur des prévisions jusque-là, mais en termes très concrets et prochains, c'est vrai qu'au niveau du circuit d'Albi, donc on est quand même dans une démarche de réflexion depuis un moment sur les potentialités et la transition à envisager pour de nombreuses raisons qui ont entre autres été évoquées lors de la première table ronde. On a lancé un projet il y a plus d'1 an et demi autour de la formation sur l'hydrogène, parce qu'on parlait de massification au niveau industriel, mais il y a aussi un besoin de massification au niveau des connaissances sur l'hydrogène, avec plus de, je crois, 150 000 personnes à former, de sensibilisation jusqu'à niveau expert, mais dans les prochaines années. Donc il faut aussi des gens qui puissent travailler sur ces technos. Et donc, à Albi, on monte un campus hydrogène. Effectivement, on a monté une association et en fait, suite à des discussions, des échanges, on a réalisé rapidement qu'il y avait cette importance de pouvoir faire des travaux pratiques, de pouvoir faire des essais sur des équipements industriels. Et donc, on est à monter une plateforme hydrogène sur le circuit d'Albi, des ateliers, un garage qui pourra accueillir plusieurs véhicules pour y faire des manipulations, pour y faire des essais, et aussi donc une station hydrogène assez conséquente, dual pressure, donc le 350-700 bars dont on parlait, avec pour ambition de former, mais aussi de faire des essais. On est aussi à réfléchir à l'adaptation du circuit pour pouvoir justement accueillir les diverses motorisations, donc pas qu'hydrogène, électrique aussi, de voir comment un peu repenser le tout pour pouvoir accueillir ces nouvelles voitures. Et donc c'est sur la thématique principalement de l'hydrogène, mais pas que. Il y a aussi l'électrique. Il y a d'ailleurs KGM Automotive qu'on accueille en nos murs pour construire
série de leurs véhicules. On souhaite, on a toute une partie de foncier qui est ouverte à cette question des nouvelles mobilités. Donc, c'est un sujet qui est éminemment très riche et sur lequel on s'investit et avec plusieurs partenaires. Donc, c'est un peu ça la vision, hein, très brièvement, qu'on a pour le futur. En tout cas, c'est intéressant et on voit bien, effectivement, même si on ne sait pas encore quelle sera la solution définitive d'énergie à bord des voitures, et notamment en compétition, sur circuit, mais aussi en rallye. Hein. Je repense à Didier Malga, puisqu'on a un champion de rallye sur voiture électrique. C'est assez rare pour être souligné parmi nous. On voit bien en tout cas que c'est le sujet du moment et qu'il est temps de s'intéresser à cette thématique-là, en tout cas, et d'accélérer là-dessus. Je vais me tourner vers vous de nouveau, si vous avez envie de poser des questions à nos spécialistes de l'atome d'hydrogène, c'est le moment. Avant les questions, je pense qu'on peut féliciter les intervenants qui ont démystifié un peu l'hydrogène. Je suppose que vous avez appris beaucoup de choses. Donc allez, on a le droit à 2 questions. Quelqu'un lève la main là. Oui, Patrick Germain, Loyac. Question bête ou stupide, on a souligné sur les raffineries la problématique énergétique de produire de l'énergie, enfin de l'hydrogène qu'on va qualifier de vert et en dehors de produits pétroliers qui sont abondants sur la Terre. On n'entend pas beaucoup parler de capture du CO2 au niveau justement de l'industrie pour être capable de fabriquer de l'hydrogène qui serait pour l'occurrence verte à ce niveau-là. Et de manière plus générale, un rêve au niveau des motoristes, ne pourrait-on pas capter le CO2 à la sortie des moteurs ? Et là, on aurait peut-être aussi une autre solution. Je laisse répondre les spécialistes sur cette question. Oui. Moi, j'en suis pas capable. Je veux bien essayer de répondre. Qui est le chimiste parmi vous ? Sur peut-être M. Girard ? Oui, si Philippe est toujours avec nous. Oui, vous m'entendez ou pas ? Oui, très bien. On ne voit pas, mais on vous entend. Bon, oui, parce que l'image s'est figée il y a quelques minutes et donc j'ai pas osé quitter pour me reconnecter. Donc vous devez justement entendre. On te voit aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que capter le CO2 en raffinerie ou sur un site, par exemple, de production d'azote pour les engrais, ce sont des choses qui sont en cours d'étude et qui sont au niveau pilote aujourd'hui. Tout à fait maîtrisé. Alors, il y a plusieurs techniques de capture il y a plusieurs procédés de capture du CO2, mais ce CO2, quand vous l'avez capturé, il faut le neutraliser. Pour le neutraliser aujourd'hui et faire une production d'hydrogène qui serait bleu et non plus vert, mais qui n'aurait pas d'impact environnemental, il faut soit produire du carbone, donc pour faire du carbone que vous pouvez mettre dans des produits pour amender les sols, par exemple pour l'agriculture, soit le séquestrer en tant que CO2, et donc en le réinjectant dans les très grands espaces géologiques d'où le gaz a été tiré. Alors ça, c'est une très grosse étude qui est liée à un investissement qui est fait aujourd'hui en Grande-Bretagne et puis en Hollande, où Shell et Total vont essayer de reprendre du CO2 de leur procédé pour le réinjecter dans les aquifères ou les massifs géologiques. Donc là, vous aurez effectivement un hydrogène qui aura été nettoyé de son carbone. Par contre, si vous prenez le CO2 pour faire un carburant synthétique, ce CO2, il vient du pétrole. Donc vous essayez de le rendre entre guillemets vert, mais pour faire un carburant classique avec une molécule de synthèse. Donc là, vous allez faire une déviation du circuit de carbone, mais vous allez de toute façon le réémettre à l'atmosphère. Donc il faut être très très attentif à ça et pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si on raisonne en impact CO2, il faut absolument séquestrer sous une forme ou sous une autre ce CO2 qui vient du carbone, du pétrole ou du charbon pour que l'hydrogène soit vertueux. Sinon, vous avez donné un coup dans l'eau. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Merci M. Girard. Une deuxième question, une deuxième et dernière question.
avant de passer à l'atelier suivant, mais vous restez assis, hein, vous ne bougez pas. Hein, qu'on ne perde pas de temps dans la transition pour conserver le délai. Sébastien. Merci. Alors déjà, merci à mes chers confrères albigeois de m'avoir... ça me permet justement de rebondir, parce qu'on nous on va faire quelques tests dès que les équipements seront prêts. Et peut-être que ma question s'oriente à Pipo Moteur. J'ai oublié ton prénom, tu m'excuses. On a parlé beaucoup de réservoirs, les problématiques de réservoirs, mais on n'a pas parlé de générateurs d'hydrogène. Est-ce qu'éventuellement, il y a des sujets, enfin il y a des sujets, c'est clair, mais est-ce que tu serais au courant de certains sujets que tu pourrais partager avec le GPSM? Frédéric, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par générateur d'hydrogène? Au lieu de le stocker, de le fabriquer in situ, dans le véhicule ou... Là, ça me paraît, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pour faire de l'hydrogène comprimé, on arrive à un rendement de 20-25%. Donc ça veut dire qu'il va falloir apporter une énergie énorme au véhicule pour qu'il puisse faire sa propre hydrogène. D'accord. Alors, ma question était très orientée, parce qu'en fait, il y a des sujets qui tournent actuellement sur les générateurs d'hydrogène à partir d'hydrure, justement. D'hydrure de magnésium. Ouais, on travaille aussi sur ce sujet-là, ouais, donc de stocker l'hydrogène sur des hydrures de magnésium. À l'heure actuelle, c'est des systèmes qui sont assez volumineux et qui nécessitent aussi l'énergie pour démarrer les réactions. Et, stocker ce genre d'hydrogène sur un véhicule, pour l'instant, c'est pas possible, mais d'ici 20 ans, 30 ans. Très bien. Merci pour ces réponses. Donc, on vous remercie, on vous applaudit pour une dernière fois ce soir. Merci beaucoup.